Troisième et dernière partie de notre émission, dont le numéro de ce jour est consacré à un thème extrêmement intéressant, l'Afrique face aux grands défis géopolitiques et géostratégiques du XXIe siècle. Mes trois intellectuels africains sont avec moi. Nous avions fini la deuxième partie avec une interrogation, Thierry Moelle, très intéressante. Il y a quelques jours, le président du Burkina Faso nous dit avoir ordonné au professeur d'économie du Burkina Faso de produire des modélisations à partir des réalités africaines, qu'il n'y a pas de raison que nous continuions de perpétuer les savoirs, les modèles, les théories qui ont été fabriqués par les Occidentaux. La vraie question, et vous le souleviez, et le point important, c'est l'accès à la connaissance. Qu'est-ce qui fait que, depuis 1960, nous n'avons pas imaginé d'autres systèmes éducatifs pour que nos enfants, puis ça fait 60 ans maintenant, les enfants que nous formons ou que nous avons formés puissent être en phase avec nos réalités. De sorte qu'aujourd'hui, vous avez encore des Africains qui vendent leurs biens pour venir faire une thèse sur Balzac en France, ou sur Voltaire, ou une thèse en sociologie sur Émile Durkheim ou Auguste Comte. Qu'est-ce qui s'est passé? Écoutez, Richard, vous posez une question centrale, qui est un trigger factor, c'est-à-dire un facteur déclencheur, voilà, qui permet de revenir à la question essentielle. Qui sommes-nous? Bon, maintenant, si on dit qui sommes-nous, ça a l'air simple. Le problème, c'est, sommes-nous souverains? Sommes-nous indépendants? La question de l'accès à la connaissance qualitative est une question sociologique et anthropologique. De quoi avons-nous besoin pour être quoi? Oui, c'est ça. Donc, lorsque nous nous posons ce genre de questions, ça suppose déjà que le contenu, la substance que nous mettons à la disposition de nos enfants est une substance endogène. Il y a déjà des savants qui ont travaillé, des savants africains qui ont travaillé sur la question de modélisation à la fois de l'économie. Je vous citais la dernière fois Mbok Bok Basson, qui a travaillé sur l'économie africaine et qui peut sortir, n'est-ce pas, l'Afrique de l'ornière en essayant non seulement de ralentir, mais peut-être même de quitter le chemin d'une économie et d'une vision de la transformation des sociétés basée essentiellement sur le matérialisme dialectique. Donc, une fois qu'on a posé ce genre de problème dès l'initiative, dès l'initiation, dès le début, on est en capacité de se dire, ben voilà, nous avons notre identité, nous avons notre vaste passé historique. Qu'est-ce qui nous donne? On n'a pas quand même pu bâtir des pyramides depuis la base, n'est-ce pas, de l'origine du Nil jusqu'au niveau de la Méditerranée. On n'a pas bâti tous ces temples, ces monuments sans la connaissance scientifique et rigoureuse. Absolument. Ces monuments qui aujourd'hui restent encore à la disposition de qui veut les voir. Cela veut dire quoi? Il faut se décomplexer. Il faut repartir à l'initiative anthropologique, sociologique et scientifique proprement africaine. Je le disais dans une capsule que vous avez bien voulu présenter au téléspectateurs il y a quelques jours. Dans l'éveil panafricain. Dans l'éveil panafricain, je disais, il faut absolument recodifier le mental collectif africain. Cela se fait par le courage politique de... Oui, bien sûr. Si nous ne pouvons pas, puisque le quotidien nous interpelle, il y a de l'eau qui manque, il y a c'est pas l'électricité qui fait défaut, il n'y a pas d'hôpitaux, mais il faut des cercles de réflexion stratégique qui proposent, en parallèle à l'évolution de la vie du quotidien, aux dirigeants, des solutions qu'on peut intégrer par voie de ce qu'on peut appeler l'intégration verticale dans le corpus, n'est-ce pas, des stratégies qu'on met en place. Et je suis totalement d'accord avec lui. Et même sur la formation, je reviendrai, mais ce qu'il dit est fondamental. Vous allez aux États-Unis, allez voir le nombre de think tanks qui existent. Oui. Vous regardez la guerre en Iran, vous regardez la guerre en Syrie, en Libye, vous pensez que ça tombe du ciel. Non, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui avaient théorisé ce qui devrait être fait contre ces pays-là. Tout ce qui se passe aujourd'hui sur la question ukrainienne, allez lire le rapport de la Rand Corporation de 2019. Bien sûr. C'est frappant, ils ont tout prévu. Le problème chez nous, encore une fois, quand je parle de déficit de pensée stratégique, c'est justement ce dont il parle. Maintenant, pour ce qui est de la formation, encore une fois, il est essentiel d'avoir la vision de ce que vous voulez. Aujourd'hui, on parle d'intelligence artificielle. Vous pouvez envoyer vos enfants à l'étudier aux États-Unis ou ailleurs.
apprendre et revenir justement, appliquer chez vous, mais selon des codes qui sont les vôtres, selon des objectifs qui sont les vôtres. La Chine l'a fait. Oui. Vous savez, quand on parle des grands scientifiques américains au cœur de l'intelligence artificielle, regardez leur visage. Ce sont des Chinois d'origine pour la plupart. Ce sont des Asiatiques d'origine pour la plupart. Le problème, c'est qu'il faut définir des priorités en fonction d'une vision qu'on a. Et la connaissance, encore une fois, c'est comme les peuples d'Afrique, elle est plurielle. Ouais. Dans la mesure où vous avez des champs, des domaines spécifiques qui sont essentiels, qui méritent d'être étudiés en Occident. Nous sommes en retard sur le plan technologique, par exemple. Oui. Cela ne veut pas dire qu'apprendre en Occident, nous allons venir chez nous, juste copier, coller. Non. Vous pouvez copier et puis l'adapter à vos réalités en fonction des objectifs que vous êtes assignés. Dans le principe du benchmarking. Exactement, c'est exactement ça. Parce que il y a la notion d'imitation différentielle. Exactement. C'est elle qui précède l'innovation. Et d'ailleurs, regardez là, excusez-moi professeur, regardez à l'époque de la guerre froide. Qui est-ce que les Américains surveillaient plus pendant la guerre froide? C'était des étudiants chinois et autres. Et encore aujourd'hui, on le voit. Quand Trump s'en prend aux étudiants chinois, les gens pensent qu'il est fou. Non, il comprend que à travers l'ouverture américaine, les Chinois ont saisi la perche, ils se sont engouffrés, ils ont infiltré le camp ennemi, ils ont appris de l'ennemi et ils ont utilisé les armes de l'ennemi contre l'ennemi ou l'adversaire. Patrick Mbeko. Ne sommes-nous pas capables de le faire? Oui. Moi, ce qui m'inquiète, et là je suis d'accord avec vous, je ne comprends pas. Bon, après chacun le droit, je respecte le choix des uns des autres, mais vous venez en Occident. Parce que nous, il y a le culte du diplôme qui est très fort chez nous, surtout chez les francophones. Le culte du diplôme. Oui. Pour qu'on dise tout simplement... Il a le doctorat. Je suis docteur en... Bon, il a fait sa thèse sur Balzac. Bon, peut-être que ça peut apporter quelque chose. Non, mais c'est vrai. Et c'est sérieux. Et c'est le problème que nous avons. C'est-à-dire qu'il y a ce complexe-là qui ne repose sur rien, que sur du vent. J'ai un doctorat en philosophie, j'ai un doctorat en ceci, mais qu'est-ce que cela apporte? Je voudrais ajouter quelque chose... par rapport à ce qui se disait il y a quelques instants. Ce qu'on qualifie que la Chine a fait, c'est d'abord le Japon qui a fait ce qu'on appelle le reverse engineering. Parce que moi, je suis ingénieur, je travaille dans ces domaines. Et à cette époque-là, le Japon prenait des machines et disait, mais écoutez, ces machines, en les désossant, mais le circuit ou l'architecture telle que vous l'avez configurée n'est pas optimale. Il faut... N'est-ce pas? Il y a une autre façon de pouvoir faire les choses, etc. Regardez, par exemple, les voitures Toyota qui étaient en Afrique, alors que Peugeot était sur ce marché-là. Les routes africaines n'étaient pas correctement bitumées. Nous avions des problèmes de suspension. Les Japonais sont arrivés à concevoir, n'est-ce pas, un mécanisme qui permettait aux voitures d'être tout terrain pour résoudre le problème. Voyez-vous? Donc, en fait, l'avantage au dernier entrant est un avantage dont l'Afrique peut tirer complètement parti. Mais au préalable, faudrait-il que nous ayons une volonté de dire qu'il y a un problème stratégique. Dès lors qu'il y a un problème stratégique, on va se poser des questions de la vision. Où voudrait-on aller? Où peut-on songer aller? Où va-t-on? Mais ce qui est essentiel, c'est l'éducation. Oui, l'éducation. Mais alors, pour l'éducation, je voulais dire quelque chose qui me paraissait fondamental. C'est que la plupart des dirigeants chinois, la grande partie, sont des ingénieurs, sont des scientifiques. Bien sûr. Il faut le savoir. Si bien qu'ils sont tout le temps impliqués dans le processus de l'adaptation technologique par rapport aux enjeux. Sont chez eux. Nous avons une chance dans le cadre du rattrapage technologique. Ce que nous devons faire, et d'ailleurs j'y travaille, parce que quand vous voyez, par exemple, on a parlé du modèle de Singapour pour l'évaluation des mathématiques, etc., nous pouvons enseigner. J'ai conçu un ouvrage de mathématiques où je prends l'élève à partir du CM2, n'est-ce pas, où je l'amène en première année d'université, en moins de 200 pages, sur des principes fondamentaux, tout simplement, de savoir que moins par moins donne plus. C'est aussi intéressant. C'est assez important. Nous devons maîtriser les calculs de structure, la physique, la chimie, les mathématiques. Essentiellement, ce sont les mathématiques. Nous devons passer. L'enjeu numéro 1, c'est les mathématiques. Ouais. Professeur, ce que vous soulevez comme problème est fondamental. La question a toujours été celle de savoir, le dirigeant africain comprend-il les enjeux qu'il y a derrière les sciences, comme dit, exactes,
les sciences pures, ce sont elles qui sont à la base de la technologie. Parce que si les uns et les autres ne comprennent pas pourquoi nous insistons tant, émission après émission, sur l'éducation, c'est parce que, déjà, premièrement, nous sommes des éducateurs. Et nous avons compris les enjeux de la connaissance. Tout ce que nous avons, le monde est dirigé aujourd'hui par les sachants. Ouais. Ceux qui savent dirigent. Et ceux qui ne savent pas sont dirigés. Oui. Donc, vous ne pouvez pas demander aux Africains aujourd'hui de devenir subitement des dirigeants alors qu'ils n'ont pas fini d'apprendre. Oui. Et les enjeux qui sont les nôtres, les enjeux d'accès à la connaissance, sont d'autant plus fondamentaux qu'il s'agit même de la survie de l'homme noir dont parlait mon frère à ma droite, la survie de l'homme noir dont parlait le professeur Johnson, la survie de l'homme noir, c'est-à-dire que ce n'est pas une question de racialisation du débat. C'est une question de la réalité fondamentale. Vous avez parlé tout à l'heure du choc de civilisation occidentale. Donc, c'est de ça qu'il est question. Ceux qui ne comprennent pas que la guerre est réelle, la guerre entre leadership alternative au leadership actuel est féroce. Et elle passe par la maîtrise de la technologie. Même la guerre physique sur le terrain que mènent les militaires est aujourd'hui essentiellement basée sur des hautes technologies. Absolument. Quelqu'un peut se poser à 10 000 pieds et vous bombarder chez vous. Oui. Et d'ailleurs, pour vous compléter... La Chine vient de concevoir un radar quantique qui permet justement de voir l'invisibilité. Sans être détecté, Vous avez dit tantôt que les Africains n'ont pas encore fini d'apprendre. Moi, je pense qu'il y a des Africains qui ont fini d'apprendre, mais ils ont mal appris. Et il y a ceux qui ont appris qui ne sont pas considérés. Oui. C'est un problème que nous avons. Oui. Écoutez, je vous donne un exemple. Nous avons une diaspora importante. La diaspora africaine, elle est très importante. Nous avons et qualitative. Que font les États africains par rapport à cette diaspora? Rien. Or, moi j'ai fait un peu tout ce qui s'intéresse à la diplomatie, stratégie et renseignement. Moi, quand je vois un jeune Africain qui a une formation qui est très bon dans son domaine, moi, ça m'interpelle automatiquement. Et je me mets à la place de l'occidental qui est dans la même prédisposition psychologique que moi. Qu'est-ce que je fais? Je le recrute. Oui, je le recrute. Si les Allemands, on a parlé de la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont vaincu les nazis, ils ont recruté les nazis pour construire le système militaire, l'industrie militaire, pour construire en partie l'industrie militaire américaine. C'est pour dire que, en fait, quand on revient à la question de la vision, justement, avoir une vision globale des enjeux auxquels le continent est confronté. Quand on a une diaspora qualitative, en tout cas des gens qui sont formés, qu'on n'utilise pas, il y a un problème. Or, les Chinois, ils le font. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui... C'est ce que les Japonais ont fait avec la révolution Meiji. Hein. Mais exactement. Oui. C'est-à-dire que les gens... Chez nous, il y a un problème terrible. Aujourd'hui, cette émission, il y a des gens qui vont suivre, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, mais eux, ils ne font que papoter. Oui. Parce que les Africains pensent qu'il faut agir avant de réfléchir. Non, il faut faire l'inverse. Et je dis toujours que, si vous regardez la somme, et si je chute là, la somme des travaux, et je parle sous le contrôle du professeur, qui sont faits sur le plan géopolitique et géostratégique sur le continent, à l'extérieur du continent. Pas des non-africains. Par des non-africains, sur les questions africaines, vous allez être choqués. Vous qui êtes enseignant, s'il vous plaît, messieurs, quand nous accédions à l'indépendance dans les années 60, l'espérance de vie de l'Africain était autour de 49 ans, 50 ans, 50 et quelques ans, à peu près. Mais admettons que c'est un peu plus, d'ailleurs, puisque il y a des disparités. Oui. Comment se fait-il qu'on adopte un système éducatif où tu passes 6 ans au cours primaire, 7 ans au cours secondaire, ça fait 13 ans si tu es intelligent, s'il n'y a pas des années blanches, 4 ans à l'université, là aussi il faut être... Ça fait 21 ans. Comment quelqu'un... Que généralement, vous avez passé à ne rien apprendre de concret. Tu fais 21 ans, 25 ans à étudier, tu sors, non seulement tu n'as pas appris grand-chose, mais quand tu es intégré à la fonction publique, tu n'as pas la chance de faire les 30 ans avant de mourir, avant de jouir de ta retraite. Oui. Et personne n'a pensé la remise à plat d'un tel système. Mais parce que ce système a été conçu par d'autres personnes que les Africains concernés. Oui, mais... Regardez les manuels scolaires, le contenu, il vient d'où? Il y avait des maisons d'édition ici, professeurs, qui étaient spécialisés, les Hatier et tout ça, je ne les cite pas, qui étaient spécialisés pour envoyer appelons ça, pour rester poli, des nullités aux Africains. Oui. Mamadou et Binet, tout ça. Donc, en fait, pendant que les enfants d'autres contrées du monde... étudient les choses essentielles, apprennent les choses essentielles. Et surtout pratiquent, qui résolvent les problèmes de la vie au quotidien.
Depuis combien de temps on se plaint du paludisme en Afrique? Oui. Combien de personnes sont tuées par le paludisme chaque jour en Afrique, chaque année? Pourtant, on a des laboratoires, on a des facultés de sciences, des facultés de médecine. Oui. On a des CPU, on a tout ce qu'il faut. Et nos parents continuent toujours de labourer avec la daba. Non, mais c'est-à-dire, vous savez, à chaque fois, notre discussion, j'utilise le terme de d'hystérèse. L'hystérèse, effectivement, c'est la mémoire, hein, la traçabilité. Vous voyez, l'aimant, ou bien prenons, je vais vous donner cet exemple. Prenez un ressort. Oui. Vous pincez le ressort, vous lâchez le ressort, il retourne à sa place. Oui. C'est la mémoire. Donc, la mémoire de la colonisation, elle est là. Les strates sont là. Oui. Donc, il faut pouvoir quitter cette trappe dans laquelle nous sommes englués. C'est en cela que M. Mouélé a raison de dire il faut savoir qui nous sommes. Il faut savoir qui nous sommes. Mais alors, pour faire savoir qui nous sommes, il faut avoir la volonté de dire je vais faire tabula rasa et pour dire maintenant je vais renaître par rapport aux contraintes qui se posent. Un dernier point très rapidement pour finir cette émission, puisqu'on m'annonce que le temps qui nous est imparti est terminé. C'est un point important. Il ne faut pas être naïf non plus. Équilibrons les choses. Vous avez parlé d'avantages technologiques, c'est évident. Ce n'est pas une vue d'esprit. Ils l'ont par rapport à l'Afrique. Nous avons parlé de contrats asymétriques, de partenariats asymétriques. Comme nos économies sont des économies extraverties, c'est-à-dire destinées à alimenter d'autres économies et pas nos propres économies et pas nos propres réalités, qu'est-ce qu'on fait quand les multinationales viennent avec leurs millions pour faire l'exploration? Parce que c'est ça l'enjeu aussi. Nous n'avons pas les moyens pour faire l'exploration, ça suppose des moyens lourds, des industries lourdes, des moyens technologiques lourds. Savoir s'il y a du pétrole ici, ça coûte de l'argent, ce que nous n'avons pas. Comment on fait? Et donc l'autre, il se dit, c'est moi qui prends les risques. Je dépense 100 millions d'euros pour me rendre compte qu'au fond, le petit gisement d'or que j'ai dans le sous-sol là ne vaut pas la peine, n'est pas rentable. Ou bien je découvre le pétrole. Bon, si je prends 10 ans à faire l'exploration, je découvre le pétrole, je ne peux pas faire 50-50. Ça, au moins, on peut être d'accord là-dessus. Qu'est-ce qui devait être le choix? Qu'est-ce que nous, on devait faire? Ça, c'est une question bénie pour moi, ça. Mais je laisse, c'est une question bénie. Moi, je pense que tout ce que l'on fait dépend des priorités que l'on s'est fixées. Et puis, nous devons avoir la culture de travailler sur le court, le moyen et le long terme. Nous avons un problème, nous aimons travailler sur le court terme. Quand j'investis, c'est pour maintenant, c'est pour moi. Les Occidentaux et les autres investissent pour l'avenir. Et ça fait toute la différence. Et puis, quand vous négociez avec une multinationale, c'est en fonction de vos intérêts. Il est vrai que c'est la multinationale qui va apporter les fonds, mais la terre reste la vôtre quand même. Donc, si elle accepte de prendre le risque, ce n'est pas pour rien. Et si vous acceptez aussi de donner votre terre, ce n'est pas pour rien. Bon, s'il y a des explorations et tout ça, et puis au final, on ne trouve rien. Mais ça fait partie des affaires, ça fait partie du risque. Mais cela ne veut pas dire que parce qu'ils vont risquer, il faut tout leur accorder. Et c'est là où le débat devient biaisé. Et c'est là où on nous enferme aussi. C'est un piège de mon point de vue. On vous dit, oui, mais nous, ça c'est vrai. Moi j'ai un cousin qui est PDG d'une grande multinationale minière. Il le dit. Il dit, on prend le risque. Oui, ce n'est pas l'État qui prend le risque. C'est ça. Il n'en demeure pas moins que ça fait partie des affaires. Et il faut négocier en fonction de cela. Pas simplement de dire que l'autre définit le narratif des affaires en fonction de quel vous allez négocier. Et cela vous coince d'une certaine manière. Je ne dis pas qu'il faut tout laisser. Il faut négocier de manière équilibrée. Parce que s'ils trouvent, quand les multinationales viennent, c'est pour investir à moyen et à long terme. Donc, généralement. Il faut revoir ce qu'ils appellent les CPP, les contrats de production partagée. Absolument. Oui. Mais en fait, ça relève de la définition d'une politique industrielle, là encore. Il n'y a rien de nouveau. Ça a été déjà étudié, tout cela. On dit, j'ai l'impression qu'on réinvente la roue. C'est une politique industrielle. C'est-à-dire, je fais quoi? Bien sûr. J'ai de l'or, j'ai du pétrole, mais je n'ai pas les moyens pour l'explorer ou pour l'exploiter. Mais bien sûr que, quand je dis ça relève d'une politique industrielle, s'il y a des mécanismes qui permettent les négociations sur la théorie des enchères, on sait le faire, ça. On sait le faire pour définir comment on va le faire. Et la meilleure façon, c'est la mise en concurrence des acteurs.
par rapport à l'exploration préalable. Alors que le problème qui se pose, c'est qu'on donne du monopole d'entrée du jeu. Donc, si on donne le monopole, c'est qu'on n'a pas fait une cartographie des acteurs et de regarder comment les processus doivent être traités. Or, c'est traité. Ça relève d'une politique industrielle avec une vision bien déterminée sur la chaîne de valeur. Ces travaux-là ont été faits par Michael Porter, économie industrielle, etc., etc. C'est des trucs classiques qu'on connaît depuis plus de les années 80. Les années 80. Là, Thierry, il en est bien conscient. Non, le problème, permettez-moi de le dire, il faut dire d'abord, a-t-on la volonté de se prendre en charge dans le cadre d'une survie de notre race relativement au patriotisme? Merci, professeur. Merci, nous allons donc clore cette émission. Je voulais juste en 2 secondes dire que sur le plan microéconomique, nous avons un modèle stratégique qu'on appelle le business model et qu'on voit, ça s'appelle normalement le modèle stratégique, et qu'on voit normalement sur une cartographie de 9 points. Si vous n'avez pas la maîtrise de ces 9 points, au moins déjà sachez qui est votre partenaire et quelles sont les activités principales que vous concédez à votre partenaire. Merci. Et si le partenaire a plus de 45%, ça veut dire que c'est lui qui contrôle votre initiative stratégique. Donc vous ne pouvez rien faire sans lui. Or, puisque nous bouclons la chose, nous sommes là sur la question de la négociation, sur la question partenariale. Or, la stratégie de développement des Africains, notamment au sud du Sahara, depuis les années 60, a été basée sur le modèle partenarial en laissant l'initiative stratégique aux partenaires. C'est ce qui fait que nous avons des problèmes aujourd'hui et c'est ça qu'il faut renverser. Parce qu'il ne faut pas oublier que vous êtes optimiste. Moi, je reste optimiste. Oui, mais moi aussi. En fait, il faut être optimiste. Vous êtes optimiste, pas dépit. Non, je suis optimiste et réaliste. C'est surtout ça. Et puis, pour juste conclure, il ne faut pas non plus oublier qu'en Occident, parce que la question des multinationales, on la retrouve aussi dans les pays occidentaux même, où les multinationales sont d'une puissance inouïe. Oui, je suis au Canada, plus forte que les États. Il y a un ministre qui a dit clairement que les multinationales sont plus fortes que l'État. Pourquoi? Merci. Malheureusement, on est... Je voulais dire quelque chose, permettez-moi juste pour abonder. Le Botswana, ce matin, a décidé, aux informations, de contrôler le capital de Beers, qui détient à peu près plus de 70%. Le diamantaire sud-africain. Voilà. Ils ont décidé non, parce que nous n'avons pas la maîtrise. Ça constitue, les diamants constituent 30% de notre budget national, et nous n'avons pas la maîtrise de la valeur ajoutée qui se fait post-extraction. Donc, je vais racheter le capital de Beers pour avoir le contrôle total. Tout à fait. Mathématicien, économiste David Asiba Johnson, Thierry Mouelet II, historiographe, enseignant, chercheur, Patrick Mbeko, géopolitologue, écrivain. Merci à vous d'avoir participé à cet échange. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour, l'a vu, a été consacré à un thème très, très important. Merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. Je rappelle que NCA est désormais sur Bouquet, Canal+, Canal 573. Encore une fois, merci d'avoir été nombreux en notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal.